Total Energy est-elle durable ou va-t-elle durer dans le temps? Je n'ai pas forcément la réponse à cette question, mais il y a des éléments de réponse dans le rapport de durabilité de Total Energy et je vous propose de le parcourir ensemble. Premier point dans un rapport de durabilité, le rapport CSRD, c'est de présenter la chaîne de valeur ou le modèle d'affaires. Et je trouve là que Total le présente plutôt pas mal. Donc on a des énergies renouvelables, même si elles sont en forte minorité, on le verra tout à l'heure. On a du gaz naturel, on a ce que Total appelle des molécules bas carbone, c'est-à-dire du biométhane ou de l'hydrogène. Et puis ensuite on a du pétrole. Et en fonction de tout ça, eh bien on va les donner de l'énergie au transport et à la société en passant par différents process de production, que ce soit la raffinerie, la bioraffinerie, le gaz naturel liquéfié ou alors le stockage d'énergie jusqu'à l'électricité. Et finalement, on voit que c'est assez clair, il y a la production, la transformation, le transport et la distribution d'énergie. Point intéressant aussi, c'est que vous voyez qu'ils font apparaître tout de suite les puits de carbone et le captage et stockage du CO2. Donc on y reviendra, ce sont des méthodes pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. En 2015, Total Energy c'était 65% de pétrole, 33% de gaz et 2% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, Total Energy, c'est 43% de pétrole, 40% de gaz et 13% d'énergie bas carbone. Et là où Total Energy veut arriver, c'est 25% de pétrole et de gaz, 50% d'électricité et 25% de molécules bas carbone. Donc vous le voyez, la trajectoire, la transition est vraiment très importante. On passe pratiquement de 100% d'énergie carbonée, dirons-nous, à 25% pour faire exploser ensuite l'électricité et les molécules bas carbone. Et l'objectif, c'est d'arriver en 2030 à quelque chose qui donne 80%. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est le wording de Total Energy qui précise bien que c'est ensemble avec la société. Et plusieurs fois dans le rapport, ils parlent de la société ou des demandes de leurs clients, etc., ou de la transformation de la société, parce qu'ils sont conscients, et on est tous conscients, que si la société ne change pas, Total ne pourra pas changer. C'est-à-dire si les demandes énergétiques ne changent pas, Total ne pourra pas non plus évoluer. Alors ça me paraît important d'être transparent et de montrer que Total Energy, par rapport à ses pairs, en ce qui concerne la notation financière, est plutôt bien placé, voire très bien placé. Car vous voyez que pour S&P, pour ISS ESG ou pour Sustainalytics, Total Energy est noté premier et deuxième pour MSCI. Donc même si on peut être très critique par rapport aux sociétés pétrolières, on voit quand même que Total Energy, par rapport à son benchmark, c'est-à-dire par rapport à toutes les autres sociétés pétrolières du monde, est plutôt parmi les premiers de la classe. Quand on regarde le sommaire du document d'enregistrement universel de Total Energy, on voit qu'au point 5 sont publiées les informations en matière de durabilité à la page 275. Et donc je vous propose qu'on y aille. Ce que j'ai bien aimé dans le rapport de Total, c'est le format. Il suit vraiment ce que demande la CSRD, les informations générales, les informations environnementales, les informations sociales et les informations en termes de gouvernance. C'est clair, on ne peut pas se tromper. Ce que j'ai bien aimé également, c'est que tous les sujets sont ouverts par Total. On voit le changement climatique, la pollution, les ressources marines, la biodiversité, les utilisations des ressources, le personnel de l'entreprise, les travailleurs de la chaîne de valeur, etc. Donc Total Energy a considéré que tous les sujets étaient importants pour elle. C'est pas forcément étonnant, mais en tout cas c'est quand même une bonne pratique. Avant de vous dire les choses que j'ai moins aimées, ce que je vous propose de regarder, ce sont les impacts, les risques et les opportunités que Total Energy a identifiés comme importants, comme matériels. Donc pour ça, on va à la page 307, gestion des impacts, des risques et des opportunités. Alors là, malheureusement, c'est pas très visuel, c'est pas très sympa à regarder, mais c'est très intéressant à lire. Total Energy a identifié donc les impacts, les risques et les opportunités du changement climatique, puis un petit peu plus bas de la pollution, de l'eau et des ressources marines, de la biodiversité, de l'utilisation des ressources, etc. Et je vous propose de regarder un petit peu quels sont justement les risques et les impacts négatifs que Total Energy considère avoir. Alors sans grande surprise, les émissions de gaz à effet de serre, c'est un impact négatif. Les émissions de méthane, c'est aussi un impact négatif. Je ne développe pas ce point, on y reviendra après. Total Energy considère aussi avoir des impacts positifs, par exemple la fourniture d'énergie renouvelable et bas carbone. Un autre risque qui concerne le changement climatique, c'est la capacité d'adaptation insuffisante au rythme de déploiement de la transition énergétique. Ce que dit Total Energy, c'est que les trajectoires de demande d'énergie, donc de clients, de nous, de la société, sont encore très éloignées des scénarios compatibles avec l'accord de Paris. Et ce qu'elle dit finalement, c'est que si la demande ne s'accélère pas, la transition ne pourra pas avoir lieu. Elle précise, comme je vous le disais tout à l'heure, elle parle de la société, la transition énergétique requiert la participation de l'ensemble
l'ensemble des parties prenantes, des États, etc. Donc elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas le seul dans cette trajectoire. Alors un autre risque pour elle, c'est la difficulté de disposer des compétences clés et des talents nécessaires face à ces enjeux climatiques. Un autre risque identifié, c'est l'accès au financement. Elle précise que l'accès au financement est de plus en plus dur pour les acteurs pétroliers et gaziers et que si justement elle n'a pas accès plus facilement au financement, elle pourrait ne pas réussir sa transition énergétique. Ça, c'est quand même un point assez intéressant. C'est finalement de dire, si jamais je ne trouve pas suffisamment de financement pour réussir ma transition, eh bien, je devrais rester sur le pétrole et le gaz. Un autre point en ce qui concerne le risque, c'est les coûts liés à l'évolution réglementaire. C'est aussi le risque de poursuite judiciaire contre Total Energy en matière de climat. Ce sujet de poursuite judiciaire ou alors de réputation revient plusieurs fois dans les risques environnementaux. Également, Total Energy parle du risque physique, en tout cas du coût nécessaire à l'adaptation du risque physique de ces installations. Et Total Energy identifie également pour le climat des opportunités. Contribuer au développement de nouvelles activités bas carbone, c'est une opportunité. La reconnaissance par certaines parties prenantes, notamment des investisseurs, de sa qualité dans cette transition. Et aussi l'amélioration de la performance énergétique qui est en train de se réaliser. Donc ça, c'était les IRO, donc les impacts, les risques et les opportunités en ce qui concerne le climat. Regardons maintenant les IRO en ce qui concerne la pollution. Donc en ce qui concerne la pollution, Total Energy précise qu'elle a un impact négatif, notamment en dégradant l'environnement, eau, air et sol, et la biodiversité, en cas de rejet de substances polluantes préoccupantes. Là, c'est intéressant, Total Energy ne considère qu'il ne pollue que à cause des substances polluantes et préoccupantes. On ne parle pas forcément de toutes les autres pollutions qu'on peut lire dans les médias, comme les installations, etc. Ou en tout cas, c'est pas vraiment très fortement développé dans le rapport. Comme je vous le disais, ici on revient sur les poursuites juridiques liées à la pollution et également les atteintes à la réputation de Total Energy liées à cette pollution. Il y a aussi des sujets de rejet de microplastiques. En termes de risques, naturellement, il peut y avoir des risques à la suite d'accidents industriels majeurs ou encore des risques en cas de durcissement des réglementations. En ce qui concerne l'eau et les ressources marines, Total Energy précise qu'elle n'utilise pas vraiment les ressources marines et en ce qui concerne l'eau, elle précise qu'il peut y avoir des risques en cas de restriction d'eau, en particulier là où il y a des stress hydriques. Et dans le rapport, Total Energy liste une dizaine ou alors une quinzaine de sites où elle opère et là où il y a des risques par rapport à l'eau. Et elle précise le nombre de millions de mètres cubes d'eau qu'elle utilise pour chacun de ces sites. En ce qui concerne la biodiversité, elle considère qu'elle a un impact négatif sur la biodiversité. Et vous le voyez, en ce qui concerne la biodiversité, elle considère aussi qu'elle a un risque de réputation. En ce qui concerne l'économie circulaire, là, elle considère qu'elle a un impact positif en développant toute une filière de recyclage. Elle considère aussi qu'elle a un impact positif en développant des nouveaux marchés liés à l'économie circulaire par rapport au plastique recyclé, aux biocarburants. Mais elle considère aussi qu'elle a des risques, en particulier des risques de ne plus avoir accès à certaines matières premières. J'ai décidé dans cette petite vidéo de ne pas parler du social, mais comme vous vous en doutez, il y a énormément de sujets sociaux dans le rapport. Je fais juste une parenthèse sur les sujets sociaux en vous montrant quelques graphiques. Total Energy est très transparent, comme le demande la CSRD. En revanche, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'efforts de fait de lisibilité. Quand vous voyez des tableaux de chiffres comme ça, juste avec le nombre de salariés hommes-femmes en Europe en 2022, en 2023 et en 2024, c'est assez difficile de vraiment se rendre compte des pourcentages, de voir la tendance, etc. J'ai pas forcément beaucoup aimé lire cette partie. J'ai juste noté un chiffre qui m'a un petit peu striké. C'est le taux de turnover dans une partie du business qui s'appelle Hutchinson ou Hutchinson. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, je ne connais pas parfaitement Total Energy. Et vous voyez qu'il y a eu un taux de turnover de 26% en 2024. C'est une partie française. Donc je vous ai montré très brièvement les impacts, les risques et les opportunités de Total Energy. Ce que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est finalement la description de ces impacts, de ces risques et de ces opportunités. Je trouvais que Total Energy était très transparente, elle expliquait bien certains risques et puis certains impacts. Dans d'autres rapports, on voit juste 2 lignes ou une phrase et c'est pas forcément bien expliqué. Ici, c'est bien étoffé et on comprend vraiment les risques. Et moi, ce que j'aime bien, comme quand j'investis dans un fonds d'investissement, c'est la partie risque. Et j'aime bien voir finalement que les entreprises ont bien identifié leurs risques et leurs impacts négatifs. Parce qu'à partir du moment où quand même ils sont écrits dans le rapport, il y a toute une gestion du risque qui s'opère derrière quelque part.
Donc là, sur Total Energy, c'est assez bien fait. Donc maintenant, venons-en peut-être un petit peu aux critiques du rapport. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses sur les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a certains graphiques quand même qui mériteraient d'être un petit peu plus explicites. Et ce que je trouve aussi peut-être dommage, c'est que on voit que Total Energy a fait un réel effort entre 2015 et 2024. Par exemple, ici, vous avez les émissions de gaz à effet de serre scope 1 et 2. Total Energy présente beaucoup ces émissions de gaz à effet de serre scope 1 et 2 qui sont déjà assez conséquents. On voit qu'ils ont été fortement diminués entre 2015 et 2024. Mais après, quand on regarde 2024-2030, on voit que finalement, la majorité des efforts a presque déjà été fait. Vous voyez là, par exemple, entre 2024 et 2030, la barre est presque égale, même si effectivement, on a diminué de 40%, ou l'objectif c'est de diminuer de 40% par rapport à 2015. Comme Total Energy a déjà fait une grosse augmentation là, on a presque l'impression de voir que Total Energy ne sait plus vraiment comment faire. Et quand on regarde de plus près, on voit que pour vraiment réussir à diminuer, ils vont aussi utiliser les puits de carbone. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de stocker et d'utiliser des solutions basées sur la nature, donc ça peut être comme les forêts par exemple, pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'ils vont considérer que s'ils émettent 2 tonnes de CO2, mais qu'ils arrivent à capter 1 tonne, ils ne vont considérer que comme s'ils avaient émis qu'une seule tonne. Ça, c'était pour le scope 1 et 2. Pour le scope 3, pour la prise en compte du scope 3, c'est-à-dire l'utilisation du pétrole dans la pétrochimie ou alors dans nos voitures et les avions, ils n'utilisent pas le scope 1 et 2 en valeur absolue, mais ils utilisent plutôt quelque chose qui s'appelle l'intensité carbone du cycle de vie. Et là, c'est pareil, on se demande pourquoi ils n'utilisent pas juste les émissions de scope 1, 2 et 3 et qu'ils essaient juste de les diminuer. Et en fait, ils ne le montrent pas parce que c'est pratiquement impossible de diminuer des émissions liées au pétrole. Quoique, quand on regarde ce graphique, on voit bien qu'en 2050, il y aura normalement très peu de pétrole et très peu de gaz, donc il pourrait déjà avoir une espèce de trajectoire en valeur absolue du scope 1, 2 et 3. Mais c'est pas vraiment la direction dans laquelle ils vont. Ils préfèrent montrer ce qu'ils appellent l'intensité carbone de cycle de vie, c'est-à-dire les émissions carbone scope 1, 2 et 3 divisées par une unité d'énergie. Et ce qu'ils veulent montrer, c'est que pour produire une unité d'énergie, au niveau global de Total Energy, ils vont émettre de moins en moins d'émissions de carbone. Donc là, on est vraiment dans l'intensité. Le seul sujet avec l'intensité que je n'aime pas vraiment, c'est que l'intensité peut diminuer alors que les émissions carbone peuvent augmenter au fur et à mesure. Et plus les émissions carbone augmentent, et moins, évidemment, on arrive à régler notre problème et à être aligné à l'accord de Paris. Donc oui, ils montrent des chiffres qui sont intéressants, particulièrement très intéressants entre 2015 et 2024. En revanche, de 2024 à 2030, on voit quand même que les émissions, la diminution, elle est beaucoup plus basse. Alors toujours sur les émissions de gaz à effet de serre, sur le scope 3, Total Energy disent qu'ils émettent à peu près 410 millions de tonnes. Et la cible à 2025, c'est d'être en dessous de 400 millions. Et la cible en 2030, c'est aussi d'être en dessous de 400 millions. Donc là, finalement, ils sont assez stables. Et je me pose une question sur peut-on, en restant stable dans ces émissions, vraiment être aligné à l'accord de Paris? Je laisse la question ouverte. Alors, ils présentent dans un graphique les différents leviers de décarbonation. On voit par exemple encore qu'ils vont avoir besoin de puits de carbone fondés sur la nature pour arriver à l'objectif. Et puis, il y a quand même des choses qui ne sont pas toujours très claires. C'est que là, par exemple, pour le scope 1 et 2, ils sont à 46 millions de tonnes. Puis ensuite, ils ont acheté un actif. Ensuite, j'ai l'impression qu'ils rediminuent par rapport au portfolio. Mais portfolio, c'est pas vraiment défini. Et ensuite, ils le diminuent grâce à l'efficacité énergétique, grâce au brûlage du méthane, etc. pour arriver au final entre 25 et 30. Si vous lisez le rapport, vous allez voir, il y a énormément de choses, il y a énormément de chiffres, donc c'est extrêmement détaillé. Et vous retrouverez beaucoup de choses sur l'intensité et sur les émissions de gaz à effet de serre. Un point que je trouve un petit peu dommage, et ça c'est peut-être général sur tous les rapports, c'est qu'en fait ils montrent 2023 et 2024. Moi j'aimerais bien voir par exemple un tableau peut-être un petit peu plus petit, mais où on voit 10 ans, pour qu'on puisse vraiment regarder sur les 10 dernières années ce que ça donne, et pas juste sur l'année dernière, parce qu'il peut y avoir des espèces de petits jumps. Passons à la pollution. Donc ensuite, que ce soit pour la pollution, l'économie circulaire, etc., c'est toujours présenté de la même façon et c'est plutôt bien présenté. Il y a d'abord les politiques, la gestion des pollutions, la gestion du stockage. Ensuite, on a les cibles.
Et ensuite, on a les données quantitatives. Donc là, par exemple, pour les émissions de soufre, on voit par exemple qu'elles étaient de 13 en 2022, de 12 en 2023, et là qu'elles ont augmenté à 17. Et pourquoi elles ont augmenté à 17 ? Parce qu'en fait, ils ont racheté un nouveau projet en Irak qui brûle beaucoup de soufre ou qui produit beaucoup de soufre, et donc ça détériore leurs chiffres. Et c'est là où on peut toujours se dire, mais finalement, tu as des objectifs, mais si tu rachètes à chaque fois des nouveaux actifs, eh bien, tu vas à chaque fois réaugmenter ta quantité de pollution. Bon, en règle générale, on voit que les tendances diminuent. Par exemple, là, sur l'hydrocarbure des rejets à queue, ils étaient de 13 en 2022, ils sont de 11,2 en 2024. Donc, il y a des améliorations. Et quand on regarde l'eau, on voit qu'il y a 11 sites identifiés qui sont dans des stress hydriques, dont 4 en France, par exemple, et qu'ils ont un objectif de ne pas prélever plus de 44 millions de mètres cubes d'eau en zone hydrique en 2030. Ils prélevaient 54 millions en 2022, 50 millions en 2023, 51 en 2024 et ils doivent diminuer à 44 en 2023. Et pour y arriver, ils proposent leur petit plan. Donc là, le périmètre, c'est toujours le périmètre qui va augmenter, je suppose. Donc ils vont devoir utiliser plus d'eau s'ils rachètent des biens. Et puis ensuite, ils vont réutiliser l'eau des villes, réutiliser d'eau de procédés et puis ils vont faire de l'optimisation interne pour diminuer le prélèvement d'eau jusqu'en 2030. Je pense que tout ce qui se mesure s'améliore et donc là, il y a quand même une bonne tendance. Une question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'il y a des sites qui aujourd'hui ne sont pas en stress hydrique, mais qui seront en stress hydrique en 2030 ? Et ça, j'ai pas la réponse. Je terminerai rapidement sur la biodiversité. Donc là, j'étais assis un petit peu déçu sur la biodiversité. Il n'y a pas énormément de choses, ou en tout cas, c'est pas vraiment détaillé. Ils listent leurs actifs qui sont dans des zones protégées ou dans des zones clés de la biodiversité, etc. On a le nom des actifs, on a leur pays, et ensuite, on voit qu'il y a des plans d'actifs sur la biodiversité. Pareil, là, ils ont des objectifs de aucune activité d'extrapolation sur du patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO, je pense que c'est le minimum. Aucune activité d'exploration dans des zones banquises arctiques. Leur objectif, c'est de mettre un plan d'action biodiversité si jamais ils ont des projets situés dans des zones d'intérêt pour la biodiversité. Et ils veulent également faire de la compensation. Ils disent qu'ils en font déjà, mais là c'est pareil, il n'y a pas vraiment de détails sur les projets, le coût des projets, où sont les projets, pourquoi on compense la biodiversité, ça aurait été intéressant. Pareil sur les crédits carbone, ils montrent bien qu'ils achètent beaucoup de crédits carbone, mais on ne sait pas quel crédit carbone, on ne sait pas où ils se trouvent, on ne sait pas comment ils sont suivis, etc. Ça mériterait d'être un tout petit peu plus développé, ça serait plus intéressant pour, encore une fois, donner plus de transparence aux lecteurs. Pour terminer sur une note positive, j'ai beaucoup aimé tout au début de leur rapport. Ils montrent les objectifs et les indicateurs de progrès. Donc ils présentent par exemple pour la diversité les objectifs qu'ils ont et les faits où ils en sont. Donc on a ça sur la santé et la sécurité, on a ça sur la diversité, on a ça sur le climat, on a ça sur l'environnement et on a ça sur la biodiversité. Donc ça c'est une bonne pratique parce que on voit exactement ce que veut faire Total et où ils en sont. Donc pour résumer, ce que j'ai bien aimé, c'était pas mal de transparence. Le rapport est quand même assez clair, il respecte vraiment la CSRD. Je ne l'ai pas montré, mais il y a un tableau de taxonomie qui pour une fois est vraiment bien fait et assez clair. Pour information, l'alignement à la taxonomie, c'est de 1% sur le chiffre d'affaires à peu près et 15% dans les capex, parce qu'ils investissent beaucoup dans les énergies renouvelables. J'ai bien aimé la liste des risques qui était bien présentée. J'ai bien aimé la chaîne de valeur. J'ai bien aimé ça, qui présente où ils en sont et quels sont les objectifs. En revanche, j'ai un petit peu moins aimé tout ce qui était sur les données du climat parce qu'il y avait des moments où j'avais l'impression de me faire un petit peu enfumer. Et puis pareil sur la biodiversité où il y a quand même des grands sujets pour Total Energy je trouve. Et donc du coup ils auraient pu préciser, expliquer un petit peu mieux ce qu'ils faisaient parce qu'ils font des choses, comme pour le climat il y a plein de choses qui sont faites. Mais c'est pas forcément très détaillé et donc j'aurais trouvé ça plus transparent de donner un petit peu plus de détails. Si ces sujets vous intéressent, Moonshot, on a une newsletter où vous recevez 4-5 vidéos par mois et vous avez l'opportunité de nous appeler en one-to-one, une trentaine de minutes par mois pour nous parler de vos sujets de durabilité et pour qu'on vous aide et pour qu'on vous accompagne et pour qu'on vous dise ce qu'on en pense. C'est une super newsletter, n'hésitez surtout pas si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi un petit message sur notre site moonshot.run. À très bientôt.